Salut la Team Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Tech Recap afin de décortiquer ensemble les actus tech de la semaine. Et accrochez-vous, parce que cette semaine, c'est du très lourd. On va parler gros sous avec les RTX Pro 6000 de Nvidia qui débarquent. Et on a aussi du neuf sur la date de sortie de la RTX 5060. On a aussi des nouvelles de la RTX 5090 et des soucis de gel thermique chez Gigabyte. Côté AMD, ça bouge avec les RX 9070 GRE et 9060 XT, des brevets UDNA prometteurs. Et un coup d'œil sur les futurs Zopic Zen 6, Intel n'est pas en reste avec des arcs Battlemage et Celestial qui se précisent, une baisse de prix sur Arrow Lake, des infos sur Panther Lake et un deal majeur avec Microsoft pour le 18A. On aura aussi des fuites sur la ROG Ally 2, la Nintendo Switch 2, du CPU chinois avec Aigong et bien sûr les dernières sorties gaming comme Mafia et le test de Doom The Dark Ages. Bref, un programme bien chargé, alors accrochez-vous, c'est parti! Mais avant de plonger dans ce tourbillon d'infos, faites-moi plaisir, explosez le bouton like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater des actus tech chaque semaine. On commence en douceur, comme une mise à jour Windows qui se passe bien, oui ça arrive, avec les jeux gratuits de la semaine sur l'Epic Games Store. Et attention, on a du choix jusqu'au 15 mai à 16h. D'abord, pour les bourrins raffinés, il y a Dead Time Defenders. C'est un looter-shooter RPG en side-scrolling, où on défonce du monstre, on récupère du loot légendaire, on améliore son stuff, bref, la routine du héros moderne, c'est de l'action-aventure indé avec compatibilité manette, sauvegarde cloud et un mode solo qui vous met dans la peau d'un soldat d'élite explorant des dimensions alternatives. Le pitch, un portail mystérieux a foutu le boxon et c'est à vous de sauver l'humanité. Classique mais efficace, surtout quand c'est gratuit. Vous aurez des modes de jeu variés comme assaut, défense, sauvetage et même des void run qui sonnent bien obscurs. Et bien sûr, customisation à gogo du personnage et des armes, un bon petit défouloir avec du loot, ça ne se refuse jamais. Ensuite, pour les stratèges qui ont des doigts de fée ou qui veulent en avoir, Touch Type Tale, alors là, attention, concept original, c'est un jeu de stratégie en temps réel où votre arme principale, c'est votre clavier et votre vitesse de frappe. Oui, vous avez bien entendu, fini le clic frénétique, place à la dactylographie de combat. Le jeu propose une campagne solo avec une histoire qui s'annonce riche. Un jeune héros, Paul, doit sauver son royaume, le trône est vacant, les barbares sont aux portes. Le scénario habituel, mais la manière de jouer, elle, est tout sauf habituelle. Et pour les plus compétitifs, un mode multijoueur en ligne avec classement est prévu. J'avoue, ça m'intrigue énormément. Ça peut être un excellent moyen de devenir un pro du clavier tout en s'amusant. Et petite feature sympa, des options linguistiques asynchrones pour apprendre une langue en jouant. Malin, franchement, 2 titres aux antipodes, mais tous deux très intéressants. N'oubliez pas, c'est gratos jusqu'au 15 mai, 16h, alors foncez. Allez, on quitte le monde merveilleux des jeux gratuits pour plonger dans les grosses annonces et les reports. Et quand on parle de reports, il y en a un qui fait mal. Bon, la nouvelle qui a fait trembler la planète gaming, Grand Theft Auto 6 est officiellement reporté au 26 mai 2026. Oui, 2026. Initialement prévu pour l'automne 2025, il va falloir prendre notre mal en patience. Rockstar a publié un communiqué expliquant que l'engouement autour du jeu les touche énormément et qu'ils veulent s'assurer que GTA 6 soit à la hauteur, voire dépasse nos attentes colossales. C'est le discours habituel, mais venant de Rockstar, on a tendance à leur laisser le bénéfice du doute. Ils veulent peaufiner, on peut comprendre, même si ça pique. C'est le discours habituel, mais venant de Rockstar, on a tendance à leur laisser le bénéfice du doute. Ils veulent peaufiner, on peut comprendre, même si ça pique. Take-Two Interactive, la maison mère, soutient cette décision. Strauss-Zelnick, le big boss, reste confiant pour l'année fiscale 2025, qui se termine donc avant la sortie du jeu, et anticipe toujours une croissance et des revenus records. Initialement, beaucoup pensaient que GTA 6 boosterait les ventes de PS5 Pro, mais il faudra attendre encore un peu pour ça, pour nous faire patienter ou nous hyper encore plus. Rockstar a balancé un second trailer qui a comme d'habitude mis le feu, et là, grosse précision qui a son importance, Rockstar affirme que ce trailer a été entièrement capturé sur une PlayStation 5 standard avec un mélange de gameplay et de cinématique. L'info discrète à la fin de la vidéo a été martelée sur les réseaux sociaux et dans la description YouTube. Digital Foundry, les experts de l'analyse technique,
ont confirmé que c'est crédible. Le trailer tourne en 4K 30 fps format 29e avec une résolution interne de 2560 sur 1152, soit 80% du 1440p vertical, et utiliserait un upscaler spatial type FSR 1.0 d'AMD. Ça explique une certaine douceur dans l'image, mais rend plausible l'utilisation d'une PS5 de base. C'est un point important, surtout quand on se souvient que CD Projekt Red avait teasé The Witcher 4 avec un trailer pré-rendu par une RTX 5090. Là, Rockstar joue la carte de la transparence console. On y voit Jason et Lucian, aux protagonistes, pris dans une conspiration criminelle à Vice City et dans l'état de Leonida. Ça sent la grosse ambiance. Le report est une pilule difficile à avaler, c'est sûr, mais si c'est pour avoir un jeu peaufiné à l'extrême, sans crunch inhumain pour les développeurs, on peut rêver. Alors, pourquoi pas? Et la confirmation que le trailer tourne sur PS5 standard, c'est une excellente nouvelle pour les joueurs console, de quoi offrir une expérience visuelle bluffante même sans posséder une machine ultra puissante. Restons dans le monde du crime organisé, mais changeons d'époque et de continent avec un autre titre très attendu. Amateur de complets rayés et de propositions qu'on ne peut refuser, réjouissez-vous. 2K et Hangar 13 ont enfin lâché le paquet d'infos sur Mafia The Old Country et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Date de sortie, prix, config PC et même du gameplay. Alors notez bien, le jeu débarquera le 8 août 2025. Deux versions sont au programme, la standard à 49,99€ et la deluxe à 59,99€. Les précommandes sont ouvertes avec en bonus le pack Soldato, tenue, couteau, cheval et une amulette pour Enzo. La version Deluxe, elle, est bien garnie avec le pack Padrino, fusil, pistolet, amulette, tenue, couteau, limousine, cheval, et le pack Gatonero, pistolet, amulette, tenue, voiture de course, plus l'artbook numérique et la bande-son, des prix qui restent corrects pour un AAA, c'est à souligner. Le jeu nous plongera dans la Sicile du début des années 1900, aux origines de la Cosa Nostra, avec Enzo Favara comme protagoniste. Hangar 13 promet une expérience linéaire et narrative, ce qui perso me plaît beaucoup. Parfois, pas besoin d'un open world de 300 heures. Un bon récit, bien ficelé, ça fait le job. Et pour la première fois dans la série, le jeu tournera sous Unreal Engine 5, ce qui devrait nous offrir des paysages siciliens somptueux. Le trailer de gameplay montre de l'action, du corps à corps, des fusillades, des virées en véhicule d'époque et même à cheval. Côté PC, pour jouer en 1080p Medium, il faudra un Ryzen 7 2700X ou un Core i7 9700K, 16 Go de RAM et une RX 5700 XT ou RTX 2070 pour du 1440p élevé. On passe sur un Ryzen 7 5800X ou Core i7 12700K, 32 Go de RAM et une RX 6950 XT ou RTX 3080 Ti, le tout pour 55 Go d'espace disque, des configs qui restent dans la moyenne haute mais pas délirantes pour de l'Unreal Engine 5. En plus, les prix sont vraiment attractifs pour ce type d'expérience. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne. On quitte un univers sombre et réaliste pour un défouloir mythique qui bouscule un peu sa formule. Oui, je parle bien sûr de Doom, une vraie institution, une danse frénétique entre les balles ennemies, des gunfights nerveux. Mais pour Doom, The Dark Ages, ID Software a décidé de bousculer un peu nos habitudes. On a eu un aperçu et le changement principal, c'est l'introduction d'un bouclier. Oui, un bouclier dans Doom. Ça transforme radicalement le gameplay. Fini le « je cours partout pour esquiver », place à « je bloque, je pars, je contre-attaque ». On peut même étourdir les ennemis. Les développeurs comparent ça à passer d'un avion de chasse à un tank, et c'est pas plus mal pour une série qui a besoin de se renouveler. On retrouve toujours l'arsenal varié qu'on aime, du fusil à pompe au lance-chaîne, mais le côté gestion complexe d'armes et de munitions de Doom Eternal, mode secondaire, grenades, tronçonneuses, lance-flammes, ça a été simplifié. Ici, le bouclier est roi, on peut le lancer et surtout parer les attaques ennemies signalées par un flash vert. Une parade réussie renvoie les projectiles ou déstabilise l'ennemi. Ça donne un côté punch-out au jeu, on attend l'ouverture, on part et on déchaîne l'enfer. Le jeu encourage aussi l'agressivité avec un shield slam pour foncer sur les démons et les achever au corps à corps avec des munitions spécifiques qui se rechargent. Tuer des ennemis fait tomber vie, armure
et munitions, ce qui incite à prendre des risques. C'est un va-et-vient entre défense et attaque qui semble prometteur. Par contre, le testeur a trouvé que ça pouvait parfois virer au jeu de rythme simpliste. J'attends le flash vert, j'appuie, et que l'acrobatie de Doom Eternal lui manquait. Côté histoire, attendez-vous à des cinématiques bavardes sur des factions démoniaques et humaines qui se disputent un MacGuffin. Visiblement, c'est skippable sans remords. Les niveaux sont toujours aussi gores et sombres, alternant couloirs et arènes ouvertes. Et comme d'hab, plein de secrets à dénicher. Le gros point noir, ce sont les phases en véhicule, des passages en méca lents et ennuyeux, et des phases à dos de dragon qui se résument à esquiver des tirs de tourelles fixes en attendant de pouvoir riposter. Dommage, le changement avec le bouclier est audacieux, ça peut vraiment rafraîchir la formule Doom. Si l'équilibre entre parade et agression était bien trouvé, ça peut être excellent. Par contre, les phases en véhicule, c'est souvent le talon d'Achille de beaucoup de jeux. Espérons qu'elle ne soit pas trop fréquente, hâte de mettre la main dessus pour me faire mon propre avis. On quitte les champs de bataille démoniaques pour parler d'une technologie qui vise à rendre nos jeux plus beaux et plus fluides, même sur des configs modestes. Vous connaissez le DLSS de Nvidia, le FSR d'AMD, eh bien Intel et aussi sa technologie d'upscaling, le XEUSS qui veut dire X Super Sampling, et ça commence à faire son trou. Intel vient d'annoncer que XESS est désormais supporté par 200 titres, ce qui est une belle étape. Mais la vraie nouveauté, c'est XESS2. Cette version améliorée ne se contente plus de l'upscaling XESSR, elle intègre aussi la génération d'images par IA XESSFG, le fameux Frame Generation, et une technologie de faible latence baptisée XELL. Concrètement, ça veut dire plus de FPS, un gameplay plus fluide et une meilleure réactivité. Intel a récemment sorti le SDK de XESS2 pour les développeurs et l'adoption commence. 19 jeux proposent déjà cette nouvelle suite. Parmi eux, on trouve des gros noms comme Diablo 4, Assassin's Creed Shadows, Black Myth, Wukong, Hogwarts Legacy ou encore Civilization VII. Intel a partagé quelques chiffres. Sur une Arc B580, XESS2 peut quadrupler les images par seconde dans Diablo 4 et les multiplier par 2,4 dans Assassin's Creed Shadows. Même sur les puces graphiques intégrées des processeurs Intel Core Ultra Série 200, comme le Core Ultra 9 285H avec son iGPU Arc 140T, on atteint les 40 images par seconde ou plus partout et souvent plus de 60. Marvel Rivals par exemple passe de 23 à 66 images par seconde. La latence serait réduite en moyenne de 45% grâce à XELL. C'est du concret. Nicolas Lopez d'Ubisoft a d'ailleurs salué la qualité d'image et la fluidité apportée par XESS2 dans Assassin's Creed Shadows. Le seul petit bémol, c'est qu'Intel n'a toujours pas rendu XESS open source, contrairement à ce qui avait été évoqué. Par contre, la technologie n'est pas limitée au GPU Intel, ce qui est une bonne chose. Attention cependant, toutes les fonctionnalités de XESS2 ne sont pas activées dans tous les jeux. Parfois, la Frame Generation arrive plus tard. C'est une excellente nouvelle. Plus il y a de concurrence sur les technologies d'upscaling et de Frame Generation, mieux c'est pour nous, les joueurs. Intel rattrape son retard et XESS2 semble vraiment prometteur. Le chiffre de 200 jeux pour XESS de base et la montée en puissance de XESS2 montre qu'Intel est sérieux. Maintenant, on attend de voir si ça va vraiment rivaliser avec les solutions d'AMD et Nvidia sur le long terme et si l'adoption par les développeurs va continuer sur cette lancée. Et Intel, s'il vous plaît, l'open source, ce serait la cerise sur le gâteau. Après l'upscaling, parlons d'une console qui fait couler beaucoup d'encre avant même sa sortie. La Nintendo Switch 2, l'arlésienne du jeu vidéo, continue de se dévoiler, ou plutôt de fuiter. On a eu une confirmation assez solide concernant son cœur. Elle embarquera bien un SoC Nvidia T239 basé sur l'architecture Ampère, la même que les RTX 3000 avec 1536 cœurs CUDA. Cette info vient d'une analyse de puces détaillée et d'images de PCB partagées par des petits malins qui auraient mis la main sur une carte mère défectueuse achetée pour environ 138 $ américains sur le marché gris chinois. Le SoC aurait été fabriqué la 36e semaine de 2024, donc c'est récent. La carte mère analysée montrait aussi 12 gigaoctets de RAM LPDDR5 cadencé à 8533 mégatransferts par seconde, même si on s'attend à ce que la version finale tourne un peu moins vite pour économiser la batterie. Le die du T239 ferait environ 207 mm², soit le double du Tegra X1 de la Switch actuelle. Des simulations de performance
basée sur une RTX 2050 qui partage la même architecture, suggère que la Switch 2 pourrait atteindre le niveau d'une GTX 1050 Ti en mode docké avec DLSS et d'une GTX 750 Ti en mode portable. Ce serait environ 7,5 fois plus rapide que la Switch originale. C'est un beau gap, même si ce n'est pas les 10 fois plus rapide qu'NVIDIA avait un jour laissé entendre. Mais là où le bas blesse, c'est le prix. Nintendo a laissé entendre que le prix de lancement annoncé autour de 450 $ américains pourrait être revu à la hausse en fonction des tarifs douaniers. Les précommandes, après avoir été suspendues, ont rouvert aux prix initiaux, mais il semblerait que ce soit les accessoires first party qui vont coûter plus cher pour compenser. Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a confirmé que si les conditions tarifaires changent significativement, ils envisageraient des ajustements. Certains analystes craignent une hausse des prix de la tech allant jusqu'à 70% dans le pire des cas. Espérons qu'on n'en arrive pas là. La confirmation du T239 et des performances attendues. C'est rassurant, on aura un vrai bond en avant par rapport à la Switch actuelle tout en restant sur une base en paire éprouvée, ce qui devrait faciliter les portages. Par contre, la question du prix est cruciale, 450 $, c'est déjà une somme. Si ça augmente encore, ça pourrait freiner pas mal de monde, surtout vu que la technologie embarquée, bien que custom, n'est pas de toute dernière jeunesse. Nintendo marche clairement sur des œufs à ce stade. Restons dans le monde du jeu nomade, mais cette fois-ci sur PC avec des fuites croustillantes. La première ROG Ally d'Asus a marqué les esprits et il semblerait que la relève soit déjà en préparation. Des fuites provenant de dépôts FCC et de certification nous donnent un avant-goût de la ROG Ally 2 et attention, il y aurait deux modèles distincts, on aurait une version noire et une version blanche. La version noire intrigue particulièrement car elle arborerait un bouton Xbox dédié suggérant une intégration plus poussée avec l'écosystème Microsoft. Est-ce qu'on aura un OS Xbox pour handhelds? Probablement pas, mais un accès rapide à l'app Xbox sur Windows, c'est plausible. La version blanche garderait le schéma de contrôle ROG classique. Sous le capot, la version noire serait la plus musclée. Processeur AMD Ryzen Z 2 extrêmes, 8 cœurs, 36 watts de TDP et, tenez-vous bien, 64 Go de RAM LPDDR5X 8533, même si une partie de la documentation mentionne 32 Go, donc à confirmer. La version blanche serait plus modeste avec un APU AMD Aert+, successeur du Van du Steam Deck 4 cœurs, 20 watts de TDP et 16 Go de RAM. Clairement, la noire vise la haute performance, la blanche un meilleur équilibre, puissance et autonomie. Les deux variantes conserveraient un écran de 7 pouces à 120 Hz avec des bordures qui semblent similaires à celles de l'Ally actuelle. Le design mettrait l'accent sur l'ergonomie avec des poignées arrière plus larges, façon manette de console. On aurait aussi deux ports USB Type-C sur le dessus. Les photos suggèrent un profil un peu plus épais. On s'attend à une annonce officielle lors du Computex 2025 le mois prochain. Asus ne chôme pas, la stratégie des deux modèles est intelligente pour toucher différents publics et budgets. Le Ryzen Z 2 extrêmes et 64 Go de RAM sur la version noire, c'est monstrueux pour un handheld. Ça va envoyer du pâté, mais quid de l'autonomie et du prix? L'intégration Xbox, c'est une bonne idée pour simplifier l'accès au jeu Game Pass. Reste à voir ce que ça donnera concrètement. C'est le moment de notre rubrique produit de la semaine avec des nouveautés qui pourraient bien vous faire craquer ou vider votre portefeuille. Accrochez-vous, on a du beau matos cette semaine. Fractal Design, connu pour ses boîtiers PC sobres et classe, se lance dans l'audio avec le Scape, leur premier casque. Prévu pour le 18 juin, il se positionne sur le haut de gamme, 199,99 $ et vise les gamers, mais pas que. Design épuré, typique de la marque, connectivité via dongle faible latence et Bluetooth 5.3, micro amovible et une station d'accueil incluse. Le truc cool, c'est leur outil de configuration en ligne Adjust Pro qui permet de personnaliser les profils audio sans installer de logiciel ni s'inscrire. Disponible en noir ou blanc cassé, un marché hyper concurrentiel mais Fractal a une image de marque forte. Le design et l'outil de config sans soft sont de bons arguments. Reste à juger la qualité sonore tout simplement. Ensuite, nous avons une carte mère Gigabyte X860, B850 et Aorus Stealth Ice, des cartes mères blanches et sans câbles apparents. Gigabyte pousse son concept Project Stealth avec les nouvelles cartes mères X860 et B850 Aorus Stealth Ice. L'idée, des connecteurs à l'arrière de la carte pour un montage PC ultra propre. Et
là, c'est en full blanc. La X860 Aorus Stealth Ice est armée pour les Ryzen 9000 avec un VRM 18 plus 2 plus 2 phases. Elle intègre des features comme le X3D Turbo Mode pour booster les perfs gaming, D5 Bionic Corsa, overclocking IA de la DDR5 jusqu'à 8200 mégatransferts par seconde, et le M.2 EZ Flex, une base flexible pour SSD M.2 qui améliore le contact avec le dissipateur. On a aussi du Wi-Fi intégré direct dans le BIOS, PCI Gen 5, 5 Gb LAN et Wi-Fi 7 GB à même travaillé avec plus de 10 fabricants de boîtiers, rien que pour garantir la compatibilité. Pour les maniaques du câble management et les amoureux des builds immaculés, c'est le rêve. Les fonctions d'overclocking intelligent et d'optimisation du M.2 sont vraiment intrigantes. Puis on a ce Razer Clio, le son immersif sans casque sur votre fauteuil gamer. Razer innove avec le Clio vendu à 300 $, un accessoire audio qui se fixe sur votre fauteuil gamer pour offrir un son immersif type casque mais sans le casque sur la tête. Il est équipé de 2 haut-parleurs de 43 mm dirigés vers vos oreilles avec THX Spatial Audio. On peut l'utiliser seul ou en complément de haut-parleurs existants pour un son surround. Connexion sans fil, hyperspeed à faible latence ou Bluetooth. Le coussin est en mousse à mémoire de forme et il a 14 heures d'autonomie. Petit geste écolo ou radin, pas de câble USB-C inclus pour la recharge, un produit de niche, clairement. Pour ceux qui ne supportent pas les casques pendant des heures, ça peut être une alternative. Le prix reste un peu élevé et l'absence de câble peut faire tiquer. Et pour terminer cette rubrique, nous avons Lenovo Legion 9i, un monstre pour joueurs et créateurs. Lenovo a dévoilé le nouveau Legion 9i, un portable de 18 pouces qui envoie du très lourd. Il est pensé pour les joueurs exigeants, mais aussi pour les développeurs de jeux et les pros de la 3D. Écran PureSight 18 pouces jusqu'à 4K en 2D avec une option 2K en 3D sans lunettes grâce à l'eye tracking et une lentille lenticulaire. Il peut switcher entre 4K 240 Hz et Full HD 440 Hz. À l'intérieur, puce AI Core et AI Engine Plus pour optimiser les performances, jusqu'à 192 Go de RAM DDR5 jusqu'à 8 Teraoctets de SSD, dont un en PCIe génération 5. Processeur Intel Core Ultra 9 275HX et GPU jusqu'à la Nvidia GeForce RTX 5090 pour un total de 280 watts CPU plus GPU. Le refroidissement Cold Front Vapor promet de garder tout ça au frais et silencieux. Le capot est en fibre de carbone forgé, 8 couches, unique sur chaque machine, 2 ports Thunderbolt 5. Le prix, à partir de 4 499 €, disponible en juin. Microsoft n'est pas en reste et renouvelle sa gamme Surface avec des puces orientées IA. Microsoft étend sa famille de Copilot Plus PC avec 2 nouvelles machines Surface, le Surface Laptop 13 pouces et la Surface Pro 12 pouces. Ces 2 modèles sont animés par les processeurs Snapdragon X Plus, 8 cœurs, dotés d'un NPU de 45 TOPS, promettant vitesse, autonomie et des expériences IA optimisées. Le Surface Laptop 13 pouces est présenté comme le plus fin et léger de la gamme avec un châssis en alu anodisé, couleurs océane violette, platinum. Il serait 50% plus rapide que le Surface Laptop 5 et dépasserait le MacBook Air M3 avec une autonomie allant jusqu'à 23 heures en lecture vidéo. Écran tactile Full HD, caméra améliorée par IA, clavier confortable avec lecteur d'empreintes et la nouvelle touche Copilot. La Surface Pro 12 pouces conserve son format 2 en 1 avec un NPU de 45 TOPS également pour un poids de 1,5 livres, environ 680 grammes. Le Surface Slim Pen s'attache magnétiquement à l'arrière. Le nouveau clavier Surface Pro 12 pouces keyboard se veut plus stable et confortable et se replie complètement à plat. Côté IA, on retrouve des fonctionnalités comme Recall pour retrouver du contenu sur son PC et Click to Do pour identifier texte et images et agir dessus. Microsoft met aussi l'accent sur la réparabilité et l'utilisation de matériaux recyclés. Le Surface Pro 12 pouces démarre à 799 € et le Surface Laptop 13 pouces à 899 €, dispo dès le 20 mai sur certains marchés. Voilà une réponse claire à l'offensive RM sur PC. Le Snapdragon X Plus semble vraiment tenir ses promesses en termes de performance et d'autonomie. Ces nouveaux Surface sont très séduisants, surtout avec des prix d'entrée qui restent raisonnables pour du Microsoft. L'écosystème Copilot Plus va devoir prouver son utilité au quotidien, mais c'est une direction intéressante.
Ouf, quelle avalanche de produits! On souffle un peu et on passe à une nouvelle qui marque la fin d'une époque pour beaucoup d'entre nous. C'est officiel les amis, Skype, c'est terminé. Microsoft a formellement fermé l'application et le service comme annoncé en février. Si vous essayez d'ouvrir l'app ou d'aller sur le site, vous êtes maintenant redirigé vers Microsoft Teams. Le seul vestige qui subsiste, c'est le Skype Dial Pad qui permet toujours de passer des appels vers des numéros de téléphone traditionnels et qui est aussi intégré à Teams Free. C'est une fin un peu triste pour une application qui fut un temps synonyme d'appels vidéo, rachetée par Microsoft pour 8,5 milliards de dollars en 2011. Skype avait remplacé Windows Live Messenger, mais après le rachat, entre un redesign mal aimé et la montée en puissance de concurrents comme Zoom, surtout pendant la pandémie, Skype a perdu de sa superbe. Depuis des années, Microsoft poussait agressivement Teams, l'intégrant à Office et Microsoft 365. Une stratégie si agressive qu'elle a d'ailleurs forcé Microsoft à découpler Teams d'Office en Europe puis globalement, RIP Skype. Beaucoup d'entre nous ont leur premier souvenir d'appels vidéo longue distance sur cette plateforme. C'est un peu comme voir un vieux pote partir à la retraite. Teams est sans doute plus complet pour le monde pro, mais pour un simple appel à la famille, Skype avait cette simplicité. Nostalgie quand tu nous tiens. De la fin d'un service à l'évolution d'une norme sans fil que nous utilisons tous les jours, le Bluetooth SIG, le consortium qui gère la norme Bluetooth, passe à un rythme de sortie biannuel pour ses spécifications et la première version sous ce nouveau régime, Bluetooth Core 6.1, a été publiée le 6 mai 2025. La principale nouveauté, c'est la fonctionnalité Bluetooth Randomized RPA Updates, RPA pour Resolvable Private Address. En gros, ça permet de randomiser le moment où l'adresse de votre appareil Bluetooth change. Quels avantages ? D'abord, une confidentialité accrue car ça rend beaucoup plus difficile pour des tiers de suivre l'activité de votre appareil dans le temps. Ensuite, une meilleure efficacité énergétique car cette opération de changement d'adresse est déchargée sur le contrôleur Bluetooth, ce qui aide à préserver la batterie. Le Bluetooth SIG insiste aussi pour que les fabricants communiquent clairement sur les fonctionnalités supportées par leurs appareils plutôt que de juste mentionner la version de la spec Bluetooth. Des petites améliorations mais qui vont dans le bon sens, plus de vie privée et une meilleure autonomie. C'est typiquement le genre de mise à jour discrète, mais essentielle pour nos appareils du quotidien. On passe maintenant à du lourd, du très lourd même, avec un nouveau monstre de calcul venu de Chine, Igon C86 5G, le processeur serveur chinois qui affiche ses muscles. Igon, un fabricant chinois de processeurs pour serveurs qui détient une licence de propriété intellectuelle Zen d'AMD, rappelons-le, a dévoilé sa feuille de route pour le C86 5G, son processeur le plus puissant à ce jour, et les chiffres sont impressionnants, jusqu'à 128 cœurs et 512 threads. Comment ? Grâce au SMT à 4 voies, a 4-way Simultaneous Multithreading, un peu comme ce qu'IBM faisait avec le Power. Ce C86 5G promet une augmentation de 17% de l'IPC, instructions par cycle par rapport à son prédécesseur, le support des instructions vectorielles AVX 512, 16 canaux de mémoire DDR5 5600, du CXL 2.0 pour le multi-socket et 128 lignes PCIe 5.0. Le tout gravé sur un nœud de semi-conducteur non spécifié, c'est clairement taillé pour l'intelligence artificielle, l'analyse de données à grande échelle et la virtualisation. Igon retrace aussi son parcours du C86 1G basé sur une licence AMD Zen à ce C86 5G, montrant une montée en puissance et en indépendance progressive. La Chine continue d'investir massivement dans le calcul haute performance et ça se voit, Igon affiche des ambitions claires pour concurrencer les leaders mondiaux. Reste à voir les performances réelles et la disponibilité de ces puces, mais sur le papier, c'est du solide. Le SMT 4 voies sur X86, ce n'est pas très courant. Restons chez les fabricants de CPU, mais revenons chez Intel avec une mise à jour qui concerne certains d'entre vous. Si vous avez un processeur Intel Core de 13e ou 14e génération, Raptor Lake, et que vous avez suivi l'affaire des problèmes d'instabilité, le fameux vmin Shift Instability, sachez qu'Intel a sorti un nouveau microcode version 0x12f. Cette mise à jour vient en complément du microcode 0x12b sorti en septembre 2024 que j'ai relayé ici d'ailleurs. Elle vise à améliorer les conditions système qui pourraient contribuer à cette instabilité, notamment sur les machines qui tournent pendant plusieurs jours avec une faible activité et des charges de travail légères. Intel affirme que ce nouveau microcode n'a pas d'impact sur les performances par rapport à la version précédente et que la cause première du problème reste la même. La recommandation
disent-elles, est toujours d'installer les dernières mises à jour BIOS et d'utiliser le profil Intel Default Setting dans le BIOS. C'est bien qu'Intel continue de travailler sur ce problème, même si ça traîne depuis plus d'un an. Mais devoir surveiller les mises à jour de microcode et flasher son BIOS régulièrement, ce n'est jamais une partie de plaisir pour l'utilisateur lambda. Ça laisse un goût un peu amer pour ces générations de processeurs. Espérons que ce soit la dernière update nécessaire. Toujours chez Intel, une bonne nouvelle cette fois pour ceux qui lorgnaient sur la dernière génération de CPU desktop. Intel a décidé de rendre ses processeurs desktop Arrow Lake S un peu plus attractifs. Les prix de vente conseillés de deux modèles Core Ultra 7 265K et Core Ultra 7 265KF ont été revus à la baisse et c'est une réduction de $100. Le Core Ultra 7 265K passe de 399 à 299. Le Core Ultra 7 265KF sans iGPU passe de 384 à $284. Cette baisse de prix intervient en parallèle de la promotion Spring Bundle d'Intel qui offre des jeux et des logiciels. Mais les nouveaux prix publics conseillés sont distincts, donc on peut potentiellement cumuler les bons plans. Curieusement, les prix des Core Ultra 9 285, 285K et des Core Ultra 5 245, 245K, 245KF restent inchangés. Intel semble donc cibler le milieu de gamme pour regagner des parts de marché face à la concurrence féroce des Ryzen 9000X 3D d'AMD et suite aux soucis de stabilité des corps de 14e génération qui ont un peu terni l'image. C'est une décision logique et bienvenue de la part d'Intel. Le milieu de gamme représente le cœur du marché où se font les volumes les plus importants. Cette baisse de $100 repositionne stratégiquement les processeurs Core Ultra 7 dans une position bien plus compétitive face à la concurrence. Si vous envisagiez une upgrade, cela mérite certainement un second regard à ces prix révisés. Cependant, j'émets une réserve importante. Il s'agit d'une plateforme à durée de vie très limitée, sans possibilité d'évolution future. Le socket LGA 1851 ne supportera apparemment qu'une seule génération de processeurs, ce qui rend l'investissement discutable sur le long terme. C'est un facteur crucial à considérer avant tout achat, même avec cette baisse de prix attractive. On continue avec les plans d'Intel, cette fois pour ses futurs processeurs mobiles. Intel a confirmé que sa prochaine génération de plateformes mobiles, Panther Lake, Core Ultra 300 série, sera bien lancée cette année en 2025. Mais attention, ce ne sera pas un lancement complet de toute la gamme d'un coup. Selon les rumeurs, seule une configuration de Panther Lake serait prévue pour cette année. Un modèle avec 4 P-Core, 8 E-Core, pas de LP-Core pour Low Power E-Core et 4 cœurs GPU XE3. Cette puce viserait un TDP de 45 watts, ce qui la positionne clairement au-dessus des Lunar Lake Core Ultra 200V Series qui étaient entre 17 watts et 28 watts. Les autres variantes de Panther Lake, notamment celles avec plus de cœurs GPU ou des LP-Core, arriveraient en 2026. Intel a aussi confirmé qu'il n'y aura pas de successeur direct à Lunar Lake avec sa mémoire intégrée au package à cause des coûts d'intégration. Un tableau de spec qui a fuité montre différentes configurations pour Panther Lake H, Panther Lake U et même une gamme Wildcat Lake plus entrée de gamme. Une sortie échelonnée, c'est classique. La première puce Panther Lake à 45 watts semble taillée pour des portables performants, peut-être des ultra portables musclés ou des machines gaming d'entrée de gamme. L'absence de LP Core sur cette première version est un peu surprenante. Hâte de voir ce que ça donnera en termes de performance et d'autonomie. Toujours chez Intel, l'une des plus grosses nouvelles pour Intel ces derniers temps, c'est l'essor de sa division fonderie. Et là, un gros poisson a mordu à l'hameçon. C'est un coup de maître pour Intel Foundry. Selon plusieurs sources, Microsoft a signé un accord majeur avec Intel pour utiliser son processus de fabrication 18A. Pour rappel, le 18A équivalent à 1,8 nanomètre en quelque sorte est le nœud de gravure le plus avancé d'Intel, censé concurrencer le futur N2 de TSMC. Microsoft serait le premier gros client à s'engager fermement. Des discussions seraient aussi bien avancées avec Google et même Nvidia seraient en ligne de mire. La production de masse en 18A devrait commencer au second semestre 2025. Intel l'utilisera d'abord pour ses propres puces comme Panther Lake, mais ce contrat avec Microsoft pourrait être le premier d'une longue série. Broadcom et IBM seraient aussi en pourparlers. Intel a également annoncé des évolutions du 18A 18AP en 2026, 18APT en 2028
et même son process 14A pour le second semestre 2026. Le fait que TSMC soit très sollicité et que les usines d'Intel soient basées aux USA, un avantage en ces temps de tension commerciale, joue en faveur d'Intel. Le nouveau CEO d'Intel, Lip Butan, semble insuffler une nouvelle dynamique. C'est une victoire énorme pour Intel. Avoir Microsoft comme client pour son process 18A, c'est une validation majeure de sa technologie et de sa stratégie IDM 2.0. Si le 18A tient ses promesses en termes de performance et de rendement, Intel pourrait vraiment revenir en force, non seulement comme fabricant de ses propres puces, mais aussi comme fondeur pour les autres. C'est peut-être l'opportunité décisive qu'Intel attendait pour sa division fonderie. Après ces bonnes nouvelles pour Intel, on passe à une moins bonne chez son rival AMD, avec un souci pour les possesseurs de Ryzen. Attention, histoire d'horreur pour les amateurs de hardware. Le youtubeur Tech Yes City a rapporté que son processeur AMD Ryzen 9950X a rendu l'âme à cause d'une carte mère ASRock X 870 Steel Legend. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Depuis début 2025, de nombreux utilisateurs de processeurs AMD Ryzen 7 9800 X3D ont signalé des défaillances catastrophiques de CPU, principalement avec des cartes mères ASRock AM5. Un subreddit ASRock a même documenté près de 200 cas de CPU endommagés de manière irréversible. ASRock a sorti des mises à jour BIOS, mais ça n'a pas tout résolu. AMD a aussi enquêté. Visiblement, le problème persiste et toucherait même les processeurs Granite Ridge standard, 103D V-Cache, comme le 9950X de Tech Yes City qui présentait des marques grises inquiétantes. Selon le youtubeur, ASRock essaierait de garder l'affaire sous le radar. C'est une très mauvaise publicité pour ASRock. Si leurs cartes mères AM5 ont un problème structurel qui peut endommager des CPU aussi chers, c'est grave. La communication d'ASRock semble pour l'instant insuffisante. Si vous avez une configuration similaire, soyez prudent et surveillez les tensions et températures. Toujours chez AMD, une histoire de puces qui se retrouve là où on ne les attend pas forcément. Les processeurs AMD Ryzen AI Max Plus Strix Allo, ces puces BGA normalement soudées sur les cartes mères de portable haut de gamme, se retrouvent en vente à l'unité sur des marchés de seconde main en Chine. On parle de plateaux entiers de ces CPU neufs qui ont fuité des lignes de production. Le fleuron, le Max 395, se vendrait autour de 3998 RMB, soit environ 550 $. Alors, à moins de vouloir un porte-clés très cher ou d'être un bidouilleur de génie capable de les souder sur une carte mère custom, l'utilité est limitée pour le commun des mortels. Mais ça montre qu'il y a un marché pour ces puces, même en dehors des circuits officiels, et qui sait, ça pourrait encourager la création de mini-PC ou de cartes mères custom équipées de ces bêtes de course. Pour l'instant, AMD ne prévoit pas d'amener Hello sur socket M5, mais un Gorgon Point, un rafraîchissement de Strix Point pour desktop, est attendu. Mon avis, c'est toujours fascinant de voir ce genre de fuite du marché gris. Ça soulève des questions sur la chaîne d'approvisionnement, mais ça peut aussi stimuler l'innovation, notamment chez les plus petits acteurs et même chez les passionnés. On passe au serveur avec les futurs poids lourds d'AMD. AMD prépare sa 6e génération de processeurs EPYC, nom de code Venice, et les premières fuites sont colossales. Ces puces utiliseront l'architecture Zen 6 ou Zen 6C pour les versions denses. Ce qu'il faut retenir, chaque CCD, Core Complex Die, Zen 6 classique, aurait 12 cœurs. Les configurations iraient jusqu'à 96 cœurs Zen 6 ou 256 cœurs Zen 6C. Chaque CCD embarquerait 128 mégaoctets de cache L3 pour un total potentiel d'un gigaoctet de cache L3 sur la puce entière. Deux sockets seraient prévus, SP7 pour les configurations les plus extrêmes, jusqu'à 256 cœurs Zen 6C TDP de 600 watts et SP8 jusqu'à 128 Zen 6C ou 96 Zen 6 TDP de 350 à 400 watts. Ces puces EPYC Venice seront les premières à utiliser le nœud de gravure N2 de TSMC 2 nanomètres. Si AMD conserve le socket AM5 pour une génération de plus, et si les Ryzen 10e génération utilisent aussi des CCD Zen 6 à 12 cœurs, on pourrait voir des CPU grand public avec jusqu'à 24 cœurs physiques.
AMD devrait en dire plus lors de son événement Advancing AI en juin. AMD continue sa marche en avant impressionnante sur le marché des serveurs. Les specs de Venice sont juste monstrueuses. 1 gigaoctet de cache L3, c'est énorme. L'utilisation du 2 nanomètres de TSMC montre qu'ils sont à la pointe. Et la perspective de 24 cœurs sur AM5, ça fait rêver pour les stations de travail compactes. Après les serveurs, revenons au PC grand public avec une nouvelle potentielle offensive de Nvidia. Nvidia, le roi des GPU, pourrait bien s'attaquer sérieusement au marché des CPU pour PC. Des rumeurs persistantes évoquent une collaboration avec Mediatek pour développer des SoC ARM customisés pour PC sous les noms de code N, un X pour desktop et N1 pour laptop. Une annonce à Computex 2025 est jugée très probable. Ces puces seraient dérivées du GB10, le SoC ARM plus Blackwell conçu pour les supercalculateurs compacts de Nvidia comme le DGX Spark. Pour rappel, le DGX Spark embarque un CPU Grace avec 20 cœurs, ARM10 Cortex X925 et ARM10 Cortex-A 725, un GPU Blackwell, un pétaflop en FP4 et jusqu'à 128 gigaoctets de LPDDR5X. Les versions N1 pour le grand public seraient logiquement moins extrêmes, avec peut-être 8 à 12 cœurs CPU, 16 à 32 gigaoctets de RAM et un prix bien plus accessible que les $3000 du DGX Spark. Des premiers benchmarks du GB10 sur Geekbench montrent des cœurs Cortex-X 925 atteignant 3,9 GHz avec des performances single-core compétitives face aux puces ARM et X186 haut de gamme, même si l'Apple M4 Max resterait devant. Si Nvidia débarque sur le marché des CPU PC avec des puces ARM performantes, ça va secouer le cocotier. Intel, AMD et Qualcomm avec ses Snapdragon X Elite et X Elite Plus auraient un nouveau concurrent de taille. La combinaison de l'expertise ARM, de Mediatek et de la puissance GPU de Nvidia, ça peut donner quelque chose de très intéressant, surtout pour l'IA et le gaming sur des machines plus économes en énergie. Après les ambitions de Nvidia côté processeur, jetons maintenant un œil à la concurrence sur le front des cartes graphiques avec du neuf chez Intel côté Battlemage et un aperçu de Celestial. L'aventure d'Intel dans le monde des cartes graphiques dédiées continue avec des nouvelles pour les générations actuelles et futures. Arc Battlemage Xe2, on attendait une Arc B770 plus puissante pour compléter la gamme B570 et B580. Elle pourrait arriver dès le prochain trimestre avec une possible présentation à Computex. Les rumeurs parlent d'une puce BMGG 31 avec entre 24 et 32 compute units Xe2, un bus mémoire 256 bits et 16 gigaoctets de GDDR6, de quoi concurrencer les cartes 60 d'AMD et Nvidia. Parallèlement, Intel a teasé de nouvelles cartes Arc Pro Battlemage. On évoque une Arc Pro B60 avec 24 gigaoctets de VRAM sur bus 192 bits, basée sur la puce BMGG 21, la même que les B570 et B580. Elle aurait un design avec un ventilateur de type blower, similaire à l'Arc Pro A60 de la génération Alchemist. Cette carte viserait les créateurs de contenu et les stations de travail. Il y a un peu de confusion, certaines rumeurs voyaient la B770 grand public utiliser la puce BMGG 31, d'autres la carte Pro. On devrait peut-être y voir plus clair au Computex. Quant à l'arc Celestial X3, la prochaine génération Celestial a atteint la phase de prévalidation silicium. Des ingénieurs d'Intel ont confirmé que le design de base, moteur média, cœur XE, XMX, ray tracing, etc. est finalisé. Ils sont maintenant en phase de modélisation hardware pour affiner la consommation et les fréquences d'horloge avant la production des premières puces. La production d'essai est donc imminente pour un volume attendu pour 2026. Intel ne lâche rien sur le front des GPU et c'est une bonne chose pour la concurrence. Une Arc B770 bien positionnée pourrait être une excellente option milieu de gamme. Les cartes Pro avec beaucoup de VRAM, c'est aussi un marché intéressant. Quant à Celestial, c'est encore loin, mais ça montre que Intel a une feuille de route sur le long terme. Le plus dur pour Intel, c'est de convaincre sur la stabilité des drivers et les performances face à une concurrence féroce. Du côté des rouges maintenant, avec des nouvelles cartes RDNA 4 qui arrivent ou qui font parler d'elles. Chez AMD, la génération RDNA 4 Radeon RX 9000 série commence à se déployer sur le milieu de gamme avec des fortunes diverses.
La Radeon RX 9070 GRE 12 Go a été testée, lancée en exclusivité pour le marché chinois pour l'instant. Cette Great Radeon Edition se positionne comme une alternative un peu moins chère à la RX 9070 non XT. Elle utilise une puce Navi 48 réduite avec 3072 Stream Processor avec 12 Go de GDDR6 sur un bus 192 bits pour un prix d'environ 4190 RMB, soit environ $580. Les premiers tests chinois sont mitigés. Les performances seraient au niveau d'une RX 7900 GRE 16 Go de la génération précédente qui avait un MSRP de $549. Face à la RTX 5070, elle est un peu derrière, mais elle devance la RTX 5060 Ti 16 Go. Clairement, le rapport qualité-prix n'est pas incroyable si elle ne fait qu'égaler la génération d'avant. À côté de ça, une autre carte attire déjà l'attention avant même son annonce officielle, la Radeon RX 9060 XT. Cette carte, pas encore officiellement annoncée, se fait de plus en plus précise. Elle serait basée sur une nouvelle puce Navi 44 avec 2048 Stream Processor et existerait en version 8 et 16 Go de GDDR6. Une Gigabyte Gaming OC 16 Go a été listée chez un revendeur brésilien avec une exigence de 850 watts d'alimentation, sûrement une erreur. Des modèles Asus, TUF Gaming Prime Dual en 8 et 16 Go sont aussi apparus chez des détaillants. On s'attend à une annonce le 21 mai pendant la conférence Computex d'AMD. Enfin, une carte plus ancienne fait parler d'elle de manière inattendue, la mystérieuse Radeon RX 7300. Petite surprise, les notes de version d'une bêta d'AIDA 64 Extreme mentionnent une AMD Radeon RX 7300 Navi 33. C'est une carte RDNA 3 d'entrée de gamme qui n'a jamais été officiellement lancée, peut-être pour le marché OEM. Sa réapparition est curieuse alors que RDNA 4 arrive, peut-être pour écouler des stocks de puces Navi 33, nous n'en savons rien, mais la RX 9070 GRE semble mal partie si elle n'offre pas un meilleur rapport performance-prix que ça. La RX 9060 XT en revanche pourrait s'avérer intéressante, surtout la version 16 Go si le tarif est agressif face à la RTX 5060. Quant à la RX 7300, c'est anecdotique, mais cela montre que les vieilles puces peuvent toujours trouver preneur. Toujours chez AMD, des brevets nous donnent un aperçu de ce que pourrait être le futur du ray tracing chez les rouges. AMD a annoncé il y a quelque temps UDNA, une unification de ses architectures GPU pour les pros et le grand public, et des petits curieux ont fouillé dans les dépôts de brevets d'AMD pour voir ce qui se trame, et c'est très intéressant, notamment pour le ray tracing. Les brevets montrent que AMD travaille d'arrache-pied pour améliorer ses performances en RT. Un des axes majeurs, c'est une meilleure gestion du BVH pour binding volume hiérarchie. En optimisant ça, AMD vise à réduire la charge CPU et l'utilisation de la VRAM tout en augmentant la fidélité graphique et en permettant des mondes de jeu interactifs avec de la géométrie animée et des environnements destructibles en ray tracing à grande échelle. L'objectif serait de rivaliser, voire de dépasser la technologie RTX Mega Géométrie de Nvidia. Selon l'analyse de ces brevets, AMD pourrait atteindre une parité de fonctionnalité avec Nvidia Blackwell, les RTX 5000 dès sa génération, RDNA 5 et UDNA. On parle même d'une possible parité de performance en RT à niveau de rasterisation égale, c'est-à-dire une baisse de FPS similaire entre les architectures quand on active le RT. Si c'est le cas, ce serait le moment de victoire pour AMD, c'est extrêmement excitant. Le ray tracing, c'est l'avenir, mais c'est encore très gourmand. Si AMD arrive à combler son retard sur Nvidia dans ce domaine et même à prendre les devants, ce serait une révolution pour le gaming PC. Ça obligerait Nvidia à innover encore plus. La concurrence a toujours du bon, du moins pour les consommateurs. On continue ce tour d'horizon hardware avec des nouvelles, un peu moins réjouissantes pour certains propriétaires de cartes Gigabyte. Vous avez déjà entendu parler de l'affaire du gel thermique qui semblait fuir sur une Aorus GeForce RTX 5080 Master Ice de Gigabyte. Eh bien, malgré la réponse
l'annonce de Gigabyte qui minimisait le problème en parlant de variations cosmétiques sur les premiers lots de production et en assurant que ça n'affectait ni les performances ni la fiabilité, de nouveaux cas émergent. Plusieurs utilisateurs, notamment sur les forums de Tech Power Up, rapportent des problèmes similaires de glissement ou de fuite de ce gel thermique conducteur utilisé sur les RTX 50 Series et Radeon RX 9000 Series haut de gamme. Le problème semble plus prononcé sur les cartes montées verticalement ou avec le GPU vers le haut. Des photos montrent le gel se déplaçant vers le connecteur PCI, EIA et même des modules de mémoire qui se retrouvent partiellement à découvert. Gigabyte a affirmé avoir ajusté la quantité de gel appliquée dans les lots de production suivants et ne prévoit pas de rappel, même si Gigabyte se veut rassurant, voir du gel thermique se balader sur une carte graphique à plus de 1500 €, ce n'est jamais bon signe cosmétique ou pas, surtout si ça expose des composants ou s'approche des connecteurs. Les utilisateurs concernés sont légitimement inquiets pour la fiabilité à long terme. Gigabyte devrait peut-être reconsidérer sa position et proposer une solution plus concrète aux clients affectés. Une autre actualité Nvidia qui concerne le très haut de gamme, de nouvelles contrastées pour la reine des cartes graphiques, la Nvidia GeForce RTX 5090. Bonne nouvelle pour certains, les prix de la RTX 5090 semblent commencer à se rapprocher des MSRP officiels, du moins en Finlande. Un utilisateur de Reddit a signalé avoir trouvé des RTX 5090 à 2456 € alors que le MSRP finlandais est de 2339 € avec une TVA de 25,5%. C'est toujours au-dessus, mais comparé au prix américain de 2999 $ pour un modèle Ventus qui convertit et sans TVA est plus élevé. C'est un signe encourageant. En Europe, les modèles les moins chers tournent autour de 2599 €. La situation pourrait s'améliorer, notamment parce que, mauvaise nouvelle pour le marché chinois, Nvidia ne prendrait plus de commandes pour la GeForce RTX 5090D en Chine à partir du deuxième trimestre. La RTX 5090D est une version spéciale de la 5090 pour la Chine, avec les mêmes spécifications de base mais des limitations hardware sur les performances en inférence IA pour respecter les restrictions d'exportation américaines. Visiblement, ça ne suffit plus et aucune carte à base de GB202, le GPU de la 5090, ne serait donc disponible en Chine. La RTX 5080 GB203 deviendrait donc la seule et unique alternative. La normalisation des prix de la RTX 5090, c'est une bouffée d'air frais pour les passionnés fortunés. La situation en Chine, par contre, c'est un nouveau chapitre de la guerre commerciale sino-américaine dans la tech. Ça pourrait libérer des puces GB202 pour le marché mondial, ce qui expliquerait en partie la baisse des prix. On descend en gamme chez Nvidia avec des nouvelles très attendues pour le marché mainstream. Nvidia a enfin officialisé la date de disponibilité et les spécifications de sa carte graphique d'entrée de gamme Blackwell, la GeForce RTX 5060 non TI. Elle sera disponible à partir du 19 mai 2025, aussi bien en carte seule chez les partenaires qu'en PC préassemblé. Basée sur la même puce GB206 que la RTX 5060 Ti, la RTX 5060 est configurée avec 30 streaming multiprocesseurs sur les 36 de la puce, ce qui donne 3840 cœurs CUDA, 120 cœurs Tensor, 30 cœurs Ray Tracing, 120 unités de texture et 48 unités de rendu. Le processeur graphique aura un boost maximum à 2,50 GHz. Côté mémoire, ce sera 8 Go de mémoire graphique GDDR7 sur un bus 128 bits. La puissance graphique totale TGP est fixée à 145 watts, une belle réduction par rapport aux 180 watts de la 5060 Ti, ce qui signifie que la plupart des cartes partenaires devraient se contenter d'un seul connecteur PCI Express 8 broches, voire 6 broches pour certaines. Le prix annoncé est de 299 $. Nvidia confirme aussi que les premiers ordinateurs portables équipés de la RTX 5060 laptop GPU avec 3328 cœurs CUDA, 8 Go de GDDR7 sortiront le même jour. La RTX 5060 à 299 $, c'est le segment crucial
pour Nvidia. Les spécifications sont correctes pour ce prix, mais les 8 gigaoctets de mémoire vidéo en 2025, même pour du 1080p, ça commence à faire juste sur les jeux les plus gourmands. La concurrence va être rude avec les Arc B580 et B570 d'Intel en 12 et 10 gigaoctets et la future RX 9060 XT d'AMD qui devrait aussi proposer du 8 et 16 gigaoctets. Ça va se jouer au coude à coude. On termine avec le très haut de gamme professionnel de Nvidia pour ceux qui ont des besoins et des budgets illimités. Pour les professionnels de la création, de l'intelligence artificielle et autres domaines exigeants, Nvidia a discrètement lancé ses nouvelles cartes RTX Pro basées sur l'architecture Blackwell. Et attention, les prix sont stratosphériques. La RTX Pro 6000 Workstation Edition ainsi que ses variantes serveur et Max-Q basées sur la puce GB202 et embarquent la bagatelle de 24 064 cœurs CUDA et comme on l'avait prédit la semaine dernière, 96 gigaoctets de mémoire GDDR7 ECC, la puissance thermique est de 600 watts pour les versions Workstation et serveur et 300 watts pour la Max-Q. On trouve aussi RTX Pro 5000, GB202, 14 080 cœurs CUDA, 48 gigaoctets de GDDR7 ECC, 300 watts, RTX Pro 4500, GB203, 10 496 cœurs CUDA, 32 gigaoctets de GDDR7 ECC, 200 watts. RTX Pro 4000, GB203, 8960 cœurs, CUDA, 24 gigaoctets de GDDR7 ECC, 140 watts, le prix de la RTX Pro 6000. On l'a vu listé à partir de 8 982 €, toutes taxes comprises chez certains revendeurs européens. Un utilisateur Reddit en a acquis une grâce à une subvention Nvidia de 5 000 $, mais même avec ça, elle reste plus chère qu'une RTX 50 90. Sans subvention, ça peut monter à plus de 10 900 €. Une photo d'un circuit imprimé plus court, style Founders Edition, a aussi fuité. Clairement pas pour le commun des mortels, ces cartes sont des monstres de calcul destinés à des usages très spécifiques où chaque minute de rendu ou d'entraînement en intelligence artificielle coûte cher. Les 96 gigaoctets de mémoire vidéo, c'est juste démentiel. Pour l'instant, AMD n'a pas de concurrent direct sur ce segment avec autant de mémoire. Et voilà, c'est tout pour ce Tech Recap ultra chargé. On a vu des annonces de jeux, des reports, des nouvelles consoles, des PC portables surpuissants, des processeurs qui envoient du rêve, des cartes graphiques pour tous les budgets ou presque, et même la fin d'une époque avec Skype. Le monde de la tech ne dort jamais et moi non plus pour vous tenir informé. Alors, quelle est la nouvelle qui vous a le plus marqué cette semaine? Le report de GTA 6, RX 9060 XT, la RTX 5060, le prix de la RTX Pro 6000. Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos réactions. N'oubliez pas le petit pouce bleu si l'émission vous a plu, partagez-la avec vos potes geeks et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain Tech Recap. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'actu high-tech toute fraîche. D'ici là, portez-vous bien et que la tech soit avec vous. Salut!